Dans la banlieue de Los Angeles, un homme va nous livrer un témoignage rare. Craig Montey est un ancien informateur du FBI. Pendant 1 an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Ce sont les agents du FBI qui m'ont donné ces vêtements pour que j'ai vraiment l'air musulman. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9 000 € par mois pour infiltrer des mosquées, équipé d'un micro, caché dans ses clés. J'en avais une douzaine comme celle-ci. Je laissais mes clés traîner dans la mosquée, dans le bureau de l'imam, chez les gens. Et je revenais plus tard en disant que j'avais oublié mes clés. C'est comme ça que j'espionnais les gens. J'étais réputé dans la mosquée pour oublier mes clés partout. La mission de Craig Montey, repérer dans les mosquées des musulmans radicaux susceptibles de planifier des actions terroristes. Son opération a eu lieu en 2007, 6 ans après le 11 septembre. À l'époque, le traumatisme est toujours là. Le président George Bush le répète, l'Amérique est en guerre. Ben Laden et les terroristes qui l'entourent ont été très clairs sur leurs intentions, comme Hitler et Lénine avant eux. Nous sommes en guerre et nous ne pouvons pas la gagner en agissant comme si elle n'existait pas. Après le choc de 2001, les pouvoirs des services de renseignement sont renforcés. Des centaines d'opérations de surveillance comme celle de Craig Montey sont menées à travers le pays. Débusquer des terroristes devient une priorité. Sur le terrain, les informateurs sont sous pression. Au bout d'1 an d'infiltration, Craig ne trouve aucun suspect. Le FBI lui demande de continuer. Je leur mettais la pression en leur disant des choses du genre « Un vrai musulman ferait le djihad. Un vrai musulman ferait la guerre contre un État infidèle qui a envahi son pays, violé ses femmes. » J'essayais d'augmenter leur rage, leur colère. Mais la plupart ne réagissaient pas. C'étaient des gens très pacifiques. Ce n'étaient pas des terroristes. Craig affirme que le FBI l'aurait menacé de ne pas le payer, faute d'identifier des terroristes. Pour lui, pas question de dénoncer des innocents. Il abandonne l'opération. Le FBI dispose de 15 000 hommes de l'ombre comme lui sur le terrain. Combien sont-ils à être allés plus loin que Craig, à avoir flirté avec l'illégalité? Enquête sur cette guerre invisible menée par le FBI. Newburgh, une ville déshéritée à 1h30 de New York. Appartements murés, trafic de drogue et une violence banalisée. C'est l'une des 10 villes les plus dangereuses des États-Unis. Newburgh aurait été le théâtre d'une des plus grandes victoires de l'antiterrorisme américain. Pendant 1 an, le FBI a mené ici une opération de surveillance. Elle aurait permis de déjouer un complot terroriste. Le FBI affirme qu'il vient de déjouer un attentat terroriste. En 2009, l'affaire fait la une des journaux aux États-Unis. D'après le FBI, les hommes prévoyaient de mener leur attaque aujourd'hui. À Newburgh, 4 hommes sont arrêtés. Selon les médias, ils étaient sur le point de commettre un attentat. Trois mois plus tard, à New York, les suspects sont jugés devant ce tribunal. Accusés de complot terroriste,
ils encourent la prison à perpétuité. Pendant le procès, les jurés vont découvrir ces images. Celles que le FBI a captées pendant son opération de surveillance. 1 an d'enregistrement à l'insu des intéressés. Pour les jurés, pas de doute, c'est la preuve qu'ils préparent un attentat. Comme cette scène. Tu appuies là, tu enlèves le cran d'arrêt et tu tires, ok? Des vidéos rares, devenues le socle de l'accusation. Les 4 de Newburgh sont condamnés à 25 ans de prison. Ces images, nous nous les sommes procurées. Nous les avons décryptées. Elles vont nous livrer une histoire différente et révéler le rôle joué par l'informateur du FBI. Tout commence le 13 mai 2008, quand cet informateur arrive à la mosquée de Newburgh. Il est au volant d'une voiture de luxe. Dans ce quartier pauvre, il intrigue. Il pousse la porte de la mosquée et voilà ce qu'il dit à l'imam. La première fois que je l'ai vu, c'était un vendredi, sur le parking derrière la mosquée. J'avais fini de réciter la prière et quelqu'un m'a dit qu'il y avait une personne qui voulait me parler. Il voulait savoir des choses sur le djihad, la guerre sainte, sur l'islam. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez à dire à propos du djihad, de la guerre sainte ?» Mais je ne répondais pas à ses questions. Ça ne répondait pas à ce qu'il avait envie d'entendre, visiblement. L'homme s'appelle Shahid Hussein. Auprès des fidèles, il se fait passer pour un riche Pakistanais récemment arrivé aux États-Unis. Tous ignorent qu'il travaille pour le compte du FBI. Il est ici en infiltration, censé repérer des musulmans radicaux. Pour cette mission de surveillance, des micros et des caméras ont été disposés partout. Dans la maison que l'informateur a louée pour l'opération et dans sa voiture. Le premier homme qui l'approche, c'est lui, James Cromity, un ancien dealer de crack des quartiers pauvres de Newburgh. Nous avons rencontré un avocat qui a analysé cette opération d'infiltration du FBI. James Cromity est une personne complètement perdue. Il a un emploi très modeste, pas d'argent, il est marié, il cherche un but dans sa vie. Shahid Hussein arrive et lui dit « Je vais te donner un but, je vais te donner une histoire et tu vas avoir l'impression d'être quelqu'un d'important. » Au fil des semaines, les deux hommes se fréquentent de plus en plus. James Cromity s'attache à celui qu'il croit être son nouvel ami. Il le lui dit lors d'un trajet en voiture. J'ai envie que tu sois comme un frère pour moi. Sois mon frère, Shahid. J'ai envie d'être moi-même avec toi. Je sais que ça ne posera pas de problème. L'infiltré Shahid Hussein invite régulièrement James Cromity chez lui. Petit à petit, il lui parle du djihad et d'une mission qu'il voudrait lui confier. L'informateur est assis à la droite de l'image. J'ai beaucoup d'idées pour toi, mais je t'en parlerai quand ce sera le bon moment. Mais il n'y a pas de bon moment. Allah a beaucoup de travail pour toi. Je sais que Allah ne m'a pas fait venir sur Terre pour faire la guerre. Allah t'a fait venir ici pour travailler dans un supermarché, tu penses? Non, mais il m'a pas fait venir ici pour faire la guerre. James Cromity ne se montre pas intéressé. Shahid Hussein va plus loin. Il va ouvertement évoquer l'idée d'un attentat. Je peux te poser une question? Ce serait quoi, d'après toi,
la meilleure cible à New York? La meilleure cible a déjà été attaquée. Ok, mais à New York ou ailleurs? L'infiltré lui suggère alors de recruter d'autres hommes. Ce serait vraiment bien qu'on ait d'autres personnes dans cette affaire, mon frère. Des bons musulmans, si possible. Ouais, mais c'est pas facile. Comment tu fais pour faire ça? J'essaie, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ce n'est pas ma mission. Tu m'as dit que Allah s'en occupait. Alors peut-être que c'est pas à moi de le faire. À la suite de cette discussion, James Cromity va prendre ses distances avec l'infiltré. Est-ce parce qu'il ne veut pas aller plus loin? Prend-il peur? Après 8 mois de contact quotidien avec l'informateur, il coupe les ponts brutalement. En février, James Cromity dit « Je ne vais pas participer ». Et James se cache de Shahid Hussein pendant un mois. Hussein l'appelle plusieurs fois, il vient chez lui mais il ne répond pas. Le FBI sait parfaitement qu'il est de l'autre côté de la porte. La mission de l'infiltré pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas ce qu'il va se passer. Pour son opération à Newburgh, le FBI lui a promis 120 000 €. Après 9 mois infructueux, l'informateur va jouer une dernière carte. Il propose à James Cromity une somme d'argent qui va tout faire basculer. Écoutez leur dialogue, révélé par les écoutes téléphoniques du FBI. Allô? Tu te souviens de moi, mon frère? Parle-moi. Écoute-moi, écoute-moi. J'ai quitté la ville, j'ai tout laissé. Je suis parti, c'est tout. Mon frère, je peux te faire gagner 250 000 $, mais tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, viens voir, mon frère. Face à la promesse de ces 250 000 $, James Cromity finit par céder. Il recrute David Williams, un habitant de son quartier, lui aussi ancien dealer de crack. Les voici tous les deux avec Shahid Hussein, quelques jours plus tard. L'informateur a créé une cellule terroriste. Il va aussi leur fournir le scénario d'une attaque et des cibles très précises. C'est Shahid Hussein qui parle. On va commencer par la synagogue. On revient et on fait ça après. C'est quoi? Les avions. L'informateur Shahid Hussein définit 2 lieux d'attentat. Cette synagogue du Bronx et cette base militaire. Au final, il a réussi à entraîner 4 hommes dans son complot. C'est le FBI qui a fourni ces sacs d'explosifs, des bombes factices, ainsi que le lance-missile neutralisé apporté par l'informateur. C'est lui-même qui leur montre comment le manier. Tu appuies là, tu enlèves le cran d'arrêt et tu tires, ok? Quelqu'un veut essayer? Une personne à la fois. Un scénario créé par le FBI, de fausses armes. Pourtant, les 4 de Newburgh ont été condamnés à 25 ans de prison pour complot terroriste. Sam Braverman a tenté de les défendre au procès, en vain. Pour cet avocat, ils ont été victimes d'un piège tendu à dessein par le FBI. Quand Shahid Hussein est arrivé à Newburgh, c'était comme un pêcheur qui cherchait ses poissons. Mais dans ce cas précis, il n'y en avait pas. Alors il a créé des poissons, il a créé des terroristes. Ces hommes étaient là dans leur vie pas très heureuse, des vies misérables. Ils attendaient que quelque chose se passe. Shahid Hussein est arrivé, à partir de là, ils étaient pris au piège. La justice vient de rejeter l'ultime tentative d'appel. Le combat des avocats de la défense est perdu. Shahid Hussein, l'informateur, lui, a touché comme prévu 120 000 € du FBI. Nous avons tenté de le retrouver,
à 100 km au nord de Newburgh. Officiellement, il est propriétaire de ce motel. Mais ce jour-là, malgré plusieurs tentatives, sa porte nous est restée fermée. Toute son opération de surveillance a été pilotée depuis le siège du FBI à Washington. 6 mois après l'arrestation de Newburgh, le directeur du FBI s'exprime face au Congrès. Robert Mueller dresse le bilan annuel de son agence. Il présente l'affaire comme un succès. Le FBI a ciblé plusieurs suspects terroristes. On s'est rendu compte que ces personnes étaient prêtes à aller au-delà des mots, en passant à l'action. Le meilleur exemple, c'est en mai 2009, avec l'arrestation de 4 individus qui avaient prévu de faire exploser une synagogue à New York. Ils avaient aussi prévu d'attaquer une base militaire. Aujourd'hui, le FBI a refusé nos demandes d'interview sur ses méthodes de lutte antiterroriste. Aucun représentant des autorités américaines n'a souhaité nous parler. Bonjour, je fais un reportage sur les opérations d'infiltration aux États-Unis. Nous souhaiterions une interview. La question est sensible aux États-Unis. Le seul qui a accepté de nous recevoir, c'est Ted Waski, un agent retraité du FBI. Il a dirigé plusieurs cellules antiterroristes à travers le pays. On ne va pas attendre qu'un autre building se fasse attaquer pour agir et pour identifier les cellules terroristes. Les Américains et le monde entier tiendront le FBI pour responsable s'il y a une autre attaque terroriste. D'après Ted Waski, la fin justifie les moyens. Nous l'interrogeons sur l'opération de Newburgh et sur le rôle très actif de l'informateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement ? Si ce n'était pas Shahed Hussein, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre qui leur aurait offert de l'argent pour appuyer leur cause. Je n'aurais pas voulu avoir sur la conscience des morts parce qu'on n'a pas voulu enquêter sur un cas, de peur d'être critiqué. C'est préventif. On ne sait jamais jusqu'où ces hommes étaient prêts à aller. Combien d'attentats ont été déjoués grâce aux opérations d'infiltration? Impossible de connaître ce chiffre. Secret défense, d'après les autorités américaines. En 13 ans, plus de 200 opérations comme celle de Newburgh ont été menées par le FBI. Barack Obama a maintenu le dispositif mis en place par George Bush. Après les attaques du 11 septembre, la mission du bureau s'est focalisée plus que jamais sur la prévention. Le défi est d'identifier et d'arrêter les complots terroristes avant même qu'ils ne se mettent en place. Aux États-Unis, peu de voix s'élèvent contre les méthodes de lutte antiterroriste. Un journaliste d'investigation enquête depuis 7 ans sur les excès de cette politique. Trevor Aronson a tenté de démontrer à plusieurs reprises que des hommes avaient été piégés. Bonjour, comment ça va? Ce jour-là, il a rendez-vous avec Avni Osmakak. Son frère vient d'être condamné à 40 ans de prison pour complot terroriste. Cette fois encore, il était en contact avec un informateur du FBI. Votre frère a changé après avoir rencontré l'informateur? Il a commencé à s'habiller en habits traditionnels musulmans, à mettre un turban. Ça, c'est l'informateur qui lui a demandé de le faire. Il lui disait que tous les bons musulmans devaient s'habiller comme ça. D'après Avni, son frère aurait été manipulé du début à la fin par le FBI. Dans cette affaire aussi, tout a été enregistré. L'informateur a procuré des armes à Sami Osmakak. Il lui a appris à s'en servir. Il l'aurait poussé à enregistrer cette vidéo djihadiste. C'est l'infiltré du FBI qui tient la caméra. Nous voulons nous venger des infidèles américains qui font couler le sang en Irak. Nous allons faire couler votre sang, celui de vos femmes et de vos enfants.
Sa ceinture d'explosifs, le revolver et la Kalachnikov posée à côté de lui sont factices. Avni affirme que son frère était malade, diagnostiqué schizophrène 5 ans avant cette vidéo. On l'a vu changer quand il est tombé malade. On a essayé de le convaincre d'aller voir un médecin, mais il nous a fui. Et l'informateur, il a juste profité de sa maladie. Vous pensez que votre frère réalisait que c'était grave de faire ce genre de vidéo? Mon frère ne savait même pas ce qu'il disait à ce moment-là. Tout ça, c'était orchestré par quelqu'un dans les coulisses. La thèse de la manipulation, avancée par les avocats, n'a pas été retenue. Pour le journaliste Trevor Aronson, ce cas ressemble à d'autres histoires qu'il a révélées. D'après lui, il s'agirait bien d'un piège. Ce qui est significatif dans le cas de Sami Osmakak, c'est que comme les autres affaires, on dirait que le FBI a tout orchestré. Chaque détail, y compris les mots que Sami Osmakak a prononcés. Il a aussi été manipulé par l'informateur qui lui a promis de l'argent. Il y a aussi des questions qui se posent sur ses capacités mentales limitées. Il était facilement manipulable par ses agents qui cherchaient une affaire à tout prix. D'après Trevor, quand le piège se referme, il est presque impossible de s'en sortir. Nous partons à Miami, entendre une autre parole. Celle de Rothschild Augustine. En 2007, il a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Il vient d'être libéré. Nous le retrouvons à Liberty City, l'un des quartiers les plus pauvres de Miami. Le gouvernement nous a piégés. Tout le monde savait qu'on ne ferait jamais aucun acte terroriste. L'informateur nous a poussés, piégés pour créer une affaire. Rothschild croise la route d'un informateur du FBI il y a 8 ans. À l'époque, il fait partie d'un groupe de 7 jeunes désœuvrés qui traînent dans les rues de Miami. Pour le FBI, ils sont suspects. Une mission de surveillance est lancée. L'informateur, c'est Eli Assad, un ancien dealer qui renseigne le FBI depuis plusieurs années. Encore une fois, il fait miroiter de l'argent aux hommes s'ils planifient un attentat. 40 000 € pour faire exploser le siège du FBI à Miami. Mais au fil des mois, rien ne se met en place. Alors Eli Assad imagine autre chose. Ce jour-là, il convoque tout le monde chez lui. Je représente Oussama Ben Laden. C'est lui qui parle sur cette vidéo. Sous les caméras de surveillance du FBI, il demande au groupe de réciter un serment à Al-Qaïda qu'il leur dicte mot pour mot. Maintenant, vous répétez après moi. Je jure devant Dieu, le Tout-Puissant, de m'engager entièrement. Rothschild est l'homme au t-shirt blanc. C'est à cause de cette vidéo qu'il a été condamné pour apologie du terrorisme. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais très mal à l'aise. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais juste à partir. Regardez, j'ai la main sur la porte, prêt à partir. Je comprenais pas. C'est sûr que c'était pas une bonne idée. Avec le recul, je me dis que c'était stupide. Mais à l'époque, on était désespérés, on avait besoin d'argent. On avait des rêves, des buts à atteindre. Et rien ne se passait, on était frustrés. On voulait juste que nos vies changent. Rothschild se serait laissé aveugler par l'argent. Il affirme que pour lui, ce serment n'avait aucun sens. Nous avons joint l'informateur par téléphone.
Il reconnaît avoir incité les hommes en leur proposant 40 000 €. Mais d'après lui, sa mission était légitime. Virginie, si je vous donne 100 000 $, vous savez que je suis une mauvaise personne et que je veux quelque chose de mal. Vous le faites, vous? Pourquoi vous leur avez suggéré d'attaquer le siège du FBI? L'idée vient de vous? On voulait voir à quel point ils étaient sérieux. Pour Elie Assad, cette opération aurait permis d'éviter le pire. Imaginons que ces hommes aient réellement cherché une mauvaise personne. Imaginons qu'ils aient vraiment trouvé cette personne. Qu'est-ce qui se serait passé d'après vous? Pour son opération de surveillance à Miami, Elie Assad a touché 65 000 € du FBI. Les informateurs cherchent-ils désormais des terroristes à tout prix? Un homme en est persuadé. Mike German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. Il a démissionné en 2004 après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste. À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. D'après cet ancien agent, l'attaque du World Trade Center a profondément changé les méthodes du FBI. Depuis, son budget a explosé. Il dispose de 3 milliards de $ chaque année. Mike German affirme que l'agence est tenue par une politique du chiffre, du résultat. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur donner de l'argent et du pouvoir. Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant « Ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. » Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement. La communauté musulmane est suspectée d'office. En envoyant des informateurs, le FBI mène plusieurs intrusions dans cette communauté. Pas seulement pour fabriquer de faux complots terroristes, mais aussi pour espionner tout simplement les musulmans. Justifier de se concentrer sur certaines personnes en raison de leur religion, c'est totalement inapproprié dans une société démocratique. D'après Mike German, le gouvernement se trompe de cible. Après un an d'infiltration dans la communauté musulmane de Californie, Craig Montey, l'ancien informateur, n'avait trouvé aucun djihadiste. 7 ans plus tard, il ose à peine s'approcher des lieux qu'il a surveillés à l'époque. J'ai découvert que l'informateur est celui qui oriente les individus, qui les motive, qui les pousse en leur donnant de l'argent parfois. Qui révèle des vices en eux. Vous enlevez l'informateur, il n'y a pas d'affaire. En 2009, Craig Montey a porté plainte contre le FBI pour atteinte aux libertés civiles.
il a perdu son procès. Il aide désormais les avocats de la défense qui tentent de révéler les pièges tendus par les informateurs. À ce jour, la justice américaine n'a jamais reconnu la thèse de la manipulation dans des affaires de complot terroriste.